Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une formation Ionic. Dans cette formation Ionic, on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors, dans cet épisode, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter avec Ionic en TypeScript. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur TypeScript pour bien débuter avec le framework Ionic. Déjà, TypeScript est une version améliorée du JS basique, JavaScript basique. TypeScript est développé par Microsoft et ce que TypeScript va nous apporter que le JavaScript normal ne nous apporte pas, c'est que basiquement il va nous apporter une syntaxe d'écriture plus proche que celle du Java par exemple, et aussi les types statiques. Par exemple, en TypeScript, on doit non seulement déclarer la valeur d'une variable, mais aussi on doit déclarer son type. On doit dire de quel type elle sera, de quel type sera notre objet, etc. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour sécuriser le code et voilà. Et aussi, TypeScript nous permettra d'apporter la programmation orientée-objet dans notre code, ce que le JS basique ne faisait pas. Et aussi, on aura la possibilité d'utiliser les modularités. Voilà. Alors, à la fin de cette section, on va voir ensemble les types. J'ai dit plus tôt, on va voir les strings, number, array, any, tuple, etc. Les interfaces, qui sont une forme de type, mais c'est un contrat en fait. On verra des interfaces avec les propriétés, avec des méthodes, avec des classes, et ainsi de suite. Ensuite, on verra les fonctions en TypeScript, notamment les fonctions fléchées, les fonctions comme étant des types. On verra les classes, les propriétés des classes, les méthodes, les modificateurs d'accès, les constructeurs, etc. Et enfin, à la fin, on aura un petit exercice pour nous permettre de mettre en pratique tout ce qu'on va voir et on va le résoudre à la fin. Sans plus tarder, commençons. Déjà, pour pouvoir utiliser TypeScript, il va falloir que vous puissiez installer Node.js. Vous allez sur nodejs.org, vous téléchargez Node.js sur votre système d'exploitation. Il vous fournira npm et ensuite dès que vous l'avez, vous allez sur TypeScript, le site officiel de TypeScript, typescript.slang.org, vous allez sur download et install. Vous devrez utiliser la commande npm install-g TypeScript. Vous pouvez copier et ouvrir votre terminal. Moi je l'ai déjà installé, alors je ne vais pas rentrer la commande une nouvelle fois. Pour vérifier qu'il est bien installé, vous pouvez taper tsc-version. Voilà, j'utilise la version 3.2.2. Alors, pour ce tutoriel, je vais créer un nouveau dossier. Tuto TypeScript qui sera la racine de mon disque F et je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code qui est mon éditeur de texte par défaut. Alors mon dossier il est là. Alors bien évidemment je vais commencer par les types et je vais essayer de souligner l'importance des types en TypeScript en relevant une petite faille que j'ai remarquée selon moi en JavaScript. Donc, je vais commencer par créer un fichier HTML. Voilà, dedans on va mettre l'HTML classique. Alors, vous m'excuserez, mon PC est un peu lent. Je mets un paragraphe, télorème, c'est tout. Et là, je vais charger mon fichier JavaScript. Que je vais bien sûr créer aussi. Alors dans ce fichier, je vais essayer de relever les failles. Pour commencer, je vais déclarer une variable de type chaîne de caractères. Je vais dire var name sera égal à
Julien. Et puis je vais faire un console log pour afficher cette variable. Je vais dire première valeur name. Et ensuite pour cette même variable, je vais lui attribuer une valeur booléenne, booléen. Je vais dire name égale à true. Et je vais encore faire un console.log pour afficher cela. Cette fois-ci, ce sera deuxième valeur name. Et ensuite, j'attribue un nombre, toujours un name. Je vais lui dire ça égale à 56 par exemple. Et je fais un console.log. Cette fois-ci, ce sera troisième valeur name. Alors, je vais ouvrir tout ça dans mon navigateur pour qu'on voie à quoi ça ressemble. Alors, je vais ouvrir la console. On voit bien que là, la première valeur de ma variable name est Julien, la seconde est true, et la troisième 56, comme on l'avait bien prévu. Mais c'est pas intéressant parce que déjà par le fait que je la nomme name, je m'attends à recevoir un nom qui est bien sûr une chaîne de caractères. Mais là, je vois que cette variable name peut bien encore recevoir un booléen et un nombre. Alors pour moi, c'est pas intéressant. C'est là que va intervenir TypeScript, va nous apporter les possibilités de déclarer les types que l'on veut pour une variable et bien sûr pour sécuriser notre code aussi. Alors ici, je précise que c'était un nombre. Ok. Alors, TypeScript en soi va nous aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça, mais pour commencer, il va falloir que je crée un fichier TypeScript. Je vais l'appeler par exemple app.ts qui est pour TypeScript. Alors là-dedans, je vais mettre rien de spécial, mais je vais vous montrer un peu comment il va fonctionner. Juste un console, un log, je vais vous dire juste hello world. Alors, comme je l'avais dit par défaut, le navigateur ne comprendra pas cela. Il va falloir lui faire signe en lui disant que je veux que tu me... On va dire à TypeScript de compiler ce code en JavaScript. Et pour ce faire, on va rentrer dans notre terminal. On va rentrer la commande tsc. Et pour le nom de notre fichier, je crois que c'est app.ts. Alors, il a fini de le transformer en JavaScript. Voilà qu'il y a un fichier qui s'est créé automatiquement, app.js. Je vais l'ouvrir et c'est du JavaScript. Maintenant, rien de spécial, mais juste pour vous montrer comment ça va fonctionner. Alors ici, au lieu de charger mon index.js, je lui dirais plutôt de me charger le code qui sera transformé, donc app.js. Et là maintenant, on va essayer de trouver la solution à ce problème qui nous a été posé, la variable name. Alors, pour les types en TypeScript, on les déclare de façon simple. Il suffit juste d'ajouter 2 points en suivant le nom de la variable. Je le dirais par exemple, var, ma variable sera le type. Non, je vais mettre mon nom. Sera de type string et je vais l'initialiser à Julien. Je vais faire encore un console, un log. Je vais dire première valeur sera mon nom. Ici on a le type string bien sûr. En deuxième valeur, je vais lui assigner un booléen. Je vais lui dire mon nom va recevoir
true. Alors, je sauvegarde, vous voyez qu'il y a une erreur qu'on me signale. Impossible d'assigner le type true au type string. Voilà déjà l'importance de TypeScript pour sécuriser notre code. Je le dis ici que mon nom sera le type string, alors c'est impossible qu'il soit de type booléen encore une fois. Donc c'est un peu comme ça qu'on va sécuriser notre code, et voilà un peu l'importance des types. Alors les types qui sont communs en JavaScript, on a le string, number, boolean, undefined, null, void. Je vais pas revenir sur ça parce que c'est pareil que JavaScript. Ici c'est erreur. On va plutôt voir ce que TypeScript nous apporte de nouveau. Comme par exemple, on a le type any. Le type any veut dire tout simplement que ma variable sera de type any, donc peut contenir n'importe quel type de variable. Là par exemple, si je veux que ce code fonctionne, je pourrais lui dire, ce code s'il ne fait plus une erreur, je pourrais dire mon nom sera de type any. Et là je vais décommenter ça. Là vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Parce que le type any peut recevoir à la fois string, boolean, number, etc. Pour ça, je fasse un peu plus propre. Je vais faire ça en dessous. Je vais dire var x par exemple. Ça sera de type any. Et je vais l'initialiser avec salut. Je fais un console.log. Je dis la première valeur de x, c'est x. Comme le type any, je peux le dire encore, any reçoit cette fois-ci un booléen. On va afficher dans la console pour voir ce que ça donne. Et je peux le dire ensuite que any cette fois-ci reçoit 44. On affiche dans la console. Alors pour utiliser tout ça, il va falloir encore que je puisse dire à TypeScript de transformer ce code en JavaScript. On rentre dans notre navigateur, je fais tscapp.ts. Il a fini. Alors je vais mon navigateur et je vais réactualiser la page. Et vous voyez là, la première valeur de x c'est salut, la deuxième valeur de x c'est false, la troisième valeur de x c'est 44, il n'y a aucune erreur. On continue, et cette fois-ci, on va voir le type tuple. Alors le type tuple sera juste un tableau qui aura uniquement deux items qui seront tous deux des types. On va voir un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Je dis par exemple la valeur y sera de type, donc un tableau qui aura comme première valeur une chaîne de caractères et comme deuxième valeur un booléen. C'est ça le type tuple. Assez bizarre, bon je l'avoue. Je dois l'initialiser par exemple, je lui dirais comme première valeur il reçoit Julien. Ici il doit recevoir un booléen, je lui mets true. C'est ça notre type tuple. Si je dis par exemple la valeur y reçoit true directement, il met une erreur. Impossible d'assigner le type true au type string booléen. Donc c'est un couple de types, disons. Et si je lui dis par exemple il doit recevoir un booléen et puis une chaîne de caractères,
toujours une erreur. Impossible d'atteindre le type false au type string. Donc le premier item doit être une chaîne de caractères et le second un booléen. Je crois que c'est assez simple. Pour les types tuple, on passe plus de complications. C'est une erreur. Et aussi on pourra avoir des types multiples. Union type, type multiple. Okay, union type, pardon. Alors comment ça fonctionne? C'est juste que je peux dire que ma variable sera soit de type X, soit de type Y. Comment ça fonctionne? Je dis var z sera de type soit chaîne de caractères, ok. Donc, comment ça fonctionne? Je peux dire par exemple que ma variable z que je vais déclarer là sera de type soit chaîne de caractères, soit nombre. Je peux lui dire maintenant z serait égal à 5. Je fais un console. Première valeur de z, c'est z. Et je dis maintenant que z serait égal à tout coup par exemple. Et la deuxième valeur de z sera z. Et je vais relancer mon terminal. Alors pour pouvoir dire à mon terminal, parce que c'est un peu ennuyant de devoir taper tsc app.ts à chaque fois, je peux pouvoir lui dire écoute, observe-moi, watch-moi ce fichier app.ts et chaque fois qu'il y a un changement, tu me compiles ça en JavaScript. Donc je fais -watch -w. Ok, là maintenant je vais actualiser mon browser et on me montre que la première valeur de z c'est 5 et la deuxième valeur de z c'est coucou sans aucune erreur. Alors ensuite on va voir comment on peut définir des objets comme étant des types. Je peux dire par exemple ma variable data sera de type non, chaîne de caractères, et puis âge, non, et puis marié, dire booléen. Donc en quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma variable data sera de type objet, dont la première propriété doit être de type chaîne de caractères, la deuxième doit être de type nombre et la troisième doit être de type booléen. Donc si maintenant je fais data égale non Julien, âge j'ai mis par exemple 45, même si je suis pas 45 ans, et puis marié j'ai mis
false. Vous voyez qu'il n'y a aucune erreur et tout fonctionne bien. Si je dis par exemple data égale à 5, il y a une erreur. Il me dit impossible d'assigner le type 5 au type non-string, edge number, marié, boolean. Donc ça c'est de comment utiliser un objet comme étant un type. S'il faudrait écrire une formule, pardon, je dirais la formule pour utiliser les objets comme étant un type serait le nom de la variable je mets les deux points et puis je dis propriété numéro 1 d'être de type X, propriété numéro 2 et ainsi de suite. La propriété numéro 2 doit aussi avoir son type. Une propriété peut aussi avoir le même type, c'est pas un problème. Propriété numéro 3 doit aussi avoir son type. Alors cette ligne, je peux la supprimer. Et ainsi de suite. Et la propriété, la énième propriété, aura aussi son style. Donc, puis aussi, deux ou même plusieurs propriétés peuvent avoir le même type, c'est pas un problème. Donc c'est un peu ça la formule que je peux ressortir de tout cela. Donc vous avez le nom de la variable, vous mettez les deux points, vous mettez les accolades et vous définissez les propriétés et leur type à côté. Et après ça, on peut aussi utiliser les fonctions comme étant des types. Fonction comme étant des types. Alors, supposons que j'ai ma fonction que je vais appeler myFX. Je peux lui déclarer un type en disant que myFX sera une fonction. Pour dire que ce sera une fonction, il faudra que je mette des parenthèses. Là, ici, c'est une fonction. Ce sera une fonction, par exemple, dans la première propriété, dans le premier argument. Le premier argument sera de type X. Le deuxième argument sera de type Y. Le troisième argument sera de type Z. Et ainsi de suite. Et le dernier argument sera de type aussi donné. Alors bien sûr, une fonction n'est pas obligée d'avoir un argument, elle peut avoir aucun argument ou bien un ou deux. Et c'est comme pour les objets, deux arguments peuvent avoir le même type, c'est pas un problème. Alors, sans quelque sorte, c'est la formule. C'est la formule, mais dans l'exemple, dans la logique, on ferait dans la pratique, pardon, fx sera une fonction dont le premier argument sera le nom et je veux que ce soit une chaîne de caractères, et puis le deuxième argument sera l'âge qui sera bien sûr un nom. Et je peux lui dire aussi que je veux que cette fonction retourne quelque chose. Il faut que j'ajoute ça dans la formule.
retourne quelque chose, je veux qu'elle retourne quelque chose, je ne rappelle pas. Je veux ça par exemple B. Alors c'est un type. Je veux que cette fonction me retourne en valeur une variable de type donné. Alors si je veux que ma fonction ne retourne rien, je mets void. Elle ne va rien retourner. Non, c'est pas comme ça, je pense que c'est comme ça. Void, voilà, c'est pour un peu différencier. Elle ne retourne rien. Mais moi, dans mon cas, je veux que cette fonction me retourne un nombre. Alors maintenant, je peux déclarer ma fonction. On fait myFX sera égal à une fonction. Sera bien sûr pour premier argument un nom, deuxième argument l'âge, et je veux que cette fonction va me faire retourne-moi l'âge fois 2. Si j'enlève le retourne, il y a une erreur. On dit impossible d'assigner le type donné au type impossible d'assigner le type de ce type-ci qui retourne la valeur, qui ne retourne rien, au type de fonction qui retourne number. Alors, je peux appeler cette fonction, je fais un console.log, ma fonction est fx, je passe en paramètre d'abord une chaîne de caractères, mon nom, Julien, et puis un nombre, je lui mets par exemple 5. Donc il est censé me retourner 5 fois 2, donc 10. Je sauvegarde. Et de retour sur mon navigateur, j'actualise. Et il me dit bien ma fonction est 10. OK. Et pour finir, on peut définir nos propres types. Ça signifie autre que les types, string, number, boolean. Je peux dire que je veux mes propres types. Comment ça se passe? On va utiliser le mot-clé type tout simplement. On va utiliser le mot-clé type. Et je peux le dire par exemple donc je commence par la formule. La formule se présentera comme suit. Donc il y aura le mot-clé type. Il doit toujours être type, il ne faut pas le changer. Suivi du nom du type en question. Ça vous donne le nom que vous voulez, sera égal à quelque chose. Donc c'est un peu ça la formule qu'on va utiliser. Et comme exemple, par exemple, au lieu de faire tout ce long code ici, déclarer la fonction, déclarer le type comme ça, c'est un peu long. var, ma fx, le type, c'est un peu long. Je peux juste dire, je vais un type, ça m'appartient à moi-même que je vais appeler mes fonctions. Je ne suis pas très inspiré. Et ce type sera égal à tout ça. Le type sera égal à tout ça. Et maintenant, si je déclare une nouvelle fonction, je peux lui dire var la fonction 2 sera de type mes fonctions,
ça passe. Je vais initialiser. Fonction qui prendra un premier paramètre. Non, pardon, et ensuite l'âge. Et si je dis que cette fonction ne doit retourner rien, vous allez voir qu'il me met une erreur. Il me dit impossible d'assigner les types. Non, string, age, number, ne retourne rien au type mes fonctions parce que le type mes fonctions est censé me retourner un nombre. Donc, c'est vraiment très intéressant. Censé me retourner un nombre. Ok. Et là, si je mets pas le mot-clé return, il me dit qu'il y a une erreur. Donc, je vais mettre return. Et cette fois-ci, je veux qu'il me returne âge fois 5. Et si j'appelle cette fonction, je peux dire ma deuxième fonction. La deuxième fonction est la fonction de, cette fois-ci je mets marque avec 10. En toute logique, il va me renvoyer 10 fois 5 qui fera 50. J'actualise. Je vais dans mon navigateur. J'actualise, il me dit bien, ma deuxième fonction est 50. Alors, voilà, c'est bon pour les types. On va pouvoir passer à la prochaine étape de cette section. Ok, avant de passer aux interfaces, je crois bien que j'ai oublié le type array. Je vais me rattraper. Alors, le type array, c'est juste pour définir le type d'un tableau. Je peux déclarer un tableau et lui dire qu'il sera de type tableau de nombres, tableau qui contiendra uniquement des chaînes de caractères, tableau qui contiendra uniquement des objets d'un certain type. Donc, par exemple, je peux dire var tab 1 sera de type array. Et là, je dois préciser, pardon, sera de type number. Et puis, je mets les deux crochets. Donc, ça signifie que cette variable sera un tableau des nombres. Donc, si je fais par exemple tab 1 égale Juju 5, 6, 7, il me dit attention, il y a une erreur, impossible d'assigner le type tableau de chaîne de caractères ou nombre au type de tableau de nombre, parce que j'ai mis une chaîne de caractères, alors il ne comprend pas, il s'attend à recevoir uniquement des nombres pour mettre 0. Comme je peux lui dire aussi que je peux déclarer un tableau, tab 2, je dis que le tableau sera de type alors, ça signifie que ce tableau pourra contenir soit des nombres, soit des chaînes de caractères. C'est le type multiple qu'on a vu plus haut, union type. Et là, je peux faire tab 2 égale Julien égale 5 égale 6 égale 6 égale Marc. Il n'y a aucune erreur jusqu'à là. Ok, passons maintenant aux interfaces.
Alors, une interface, pardon, c'est un contrat qui est envoyé par un objet. Et ce contrat stipule qui garantit avoir certaines propriétés et ou méthodes. Donc, l'objet nous garantit que il a des propriétés et des méthodes et que ces propriétés sont soit obligatoires, soit optionnelles. Donc, en pratique, on utilise le mot-clé interface pour déclarer l'interface en question. Donc, la formule, si là j'en envoie une, ce serait tout bêtement le mot-clé interface. Lui ne doit pas être changé. Et si là vous mettez le nom de l'interface que vous choisirez, vous mettez égal. Et là vous définissez votre interface. Il y aura des propriétés. Et peut-être des méthodes. Alors, pour dire qu'une propriété sera obligatoire, vous mettez cette propriété sera de type X. Et pour dire qu'elle sera optionnelle, si je mets propriété 1, optionnel, vous mettez le point d'interrogation, suivi de 2 points, sera de type Y. Là, le script sera que cette propriété peut manquer dans l'interface, mais elle sera toujours acceptable. Pour les méthodes, vous mettez le nom de la méthode, vous mettez les 2 points, vous mettez les arguments s'il y en a, et leur type. Et la valeur qui doit être retournée, bien sûr. Donc, c'est un peu ça pour la formule qu'on peut utiliser pour les interfaces. Ok. Revenons un peu plus haut. Prenons par exemple cet objet data qui a un nom, un âge et une propriété mariée type booléen. On va déclarer ça sous forme d'interface. On va l'appeler par exemple statut. Interface statut. Statut qui sera égal, on doit avoir une propriété âge qui doit être une chaîne de caractères et ça sera obligatoire, 2 points. Pardon, égal, il ne faut pas mettre égal. Sorry. Là c'est pas une virgule, c'est un point virgule. Puis on doit avoir une propriété, non, ici c'est non. Non. Ensuite l'âge type number qui est obligatoire aussi. Et s'il est marié ou pas, marié, booléen. Je peux inclure par exemple une autre propriété qui sera optionnelle, nombre enfant. Si elle sera optionnelle, ce sera type nombre. Puis je peux trouver une méthode avec une logique bizarre. Disons qu'on veut trouver une méthode qui calcule le salaire qu'il gagne. Je peux l'appeler ça salary. Cette méthode prend en paramètre son âge, qui est bien sûr type nombre, et je prends le nombre, la deuxième propriété qui sera le nombre d'enfants. Je vous la nommer comme vous voulez, c'est pas obligé de mettre nombre enfant comme on déclare la méthode. D'ailleurs je vais mettre un x ici y, tout en sachant que cette première variable sera son nombre d'enfants. Bon, son nom quand même clair, sera son âge, pardon. Âge. Ici on met enfant.
sera aussi un nombre. Et ça me retourne un nombre. Ici, il faut que je mette les 2 points. Ce sera une méthode vraiment très bidon. Alors cette fois-ci, je déclare une variable mon statut qui sera du type statut sera égal à quoi? Donc la variable mon statut signe un contrat qui dit que il aura comme propriété tout cela et comme méthode celle-ci, celle-là. Déjà là on dit impossible d'assigner le type objet, donc vide, au type statut. Et les propriétés qui sont manquantes. Supposons que je mette comme nom, il y aura Julien. Toujours une erreur, cette fois-ci il manque la propriété âge. Je lui ajoute âge, sera par exemple égal à 45. Encore une erreur. Il me dit la propriété mariée est manquante. Je lui dis marié égale à false. Encore une erreur. Il me dit la propriété salarié est manquante dans le type. Ok. Mais pourquoi il a sauté nombre d'enfants? Tout simplement parce que nombre d'enfants est optionnel. Donc, il peut ou ne pas avoir cette propriété. Le contrat sera respecté. Je ne savais pas dire que je ne dois pas la mettre. Je peux aussi la mettre. Mais je ne la mettrai pas. Salarié sera égal à une fonction. Je vais déclarer cette fonction qui prendra un premier paramètre, un nombre. Un deuxième paramètre, un nombre aussi, qui va me retourner un nombre. Pardon, il va me retourner un nombre. Et la logique derrière pour trouver le salaire sera vraiment très bête. Aucune logique d'ailleurs. Ce sera juste l'âge multiplié par le nombre. C'est tout. Voilà en fait comment fonctionnent les interfaces. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux déclarer une autre interface et lui dire que je veux que tu m'inclues toutes les propriétés de cette interface-ci. Pour ne pas se répéter. Je peux dire par exemple interface statut 2 doit inclure toutes les propriétés, qu'elles soient obligatoires ou optionnelles, de l'interface statut. Pour cela, je le dis avec le mot-clé extend statut. Ça veut dire que l'interface statut 2, à part ses propriétés, aura aussi celle de statut normal. Disons, je n'ai pas besoin d'écrire encore nom, tout ça, etc. parce que c'est inclus dans ce mot-clé extend statut. Donc la différence sera juste que statut 2, il aura par exemple comme propriété, qu'est-ce que je peux penser, adresse. Qu'est-ce que je peux dire, adresse, qui sera une chaîne de caractères. Voilà. Et si je déclare une nouvelle variable en disant mon statut 2 sera le type statut 2 qui sera égal à cela. Déjà première erreur, on me dit propriété adresse est manquante. Alors j'ajoute adresse, je mets quelque chose. Deuxième erreur, propriété nom est manquante. Parce que bien sûr, statut 2 étant l'interface ici, statut. Donc je ne vais pas me tracasser, je copie
tout ça. Je colle. Et cette fois-ci, pour changer, j'ajoute les propriétés. C'était quoi déjà? Nombre enfant. Égal à 1. Voilà, c'est tout pour cette introduction aux interfaces. Alors, on va voir maintenant ensemble les fonctions en TypeScript. En fait, il n'y a rien de bien différent avec les fonctions en JS basique, sauf qu'on va voir une petite particularité de TypeScript qui sont les fonctions fléchées. Fonctions fléchées ou bien F-functions. Alors, à quoi ressemble une fonction fléchée? Supposons que je déclare une fonction, je l'appelle fx1. En JavaScript, je lui dis cette variable sera une fonction donnée et cette fonction, pardon, me fera quoi? Juste un console. Un log de la valeur qui lui sera passé en paramètre. Ça, c'est une fonction en JavaScript. En TypeScript, je ferai avec les fonctions fléchées, bien sûr. Je lui dirai par exemple fx2 égale une fonction. Donc j'enlève juste le mot-clé fonction. Je mets directement la parenthèse, je lui mets l'argument. Bien sûr, comme on utilise TypeScript, on doit utiliser un type, mais c'est pas obligatoire. Je lui sera le type any. Et je lui dis cette fonction me fera un console.log de value. Alors on va tester ça dans le navigateur. Je vais appeler première fonction fx1. Je l'appelle avec la valeur de première. Non. Avec la valeur de fonction non fléché. Un nom bizarre, je sais. Et la deuxième, je l'appelle avec la valeur de fonction fléchée. Alors, je sauvegarde et je vais sur mon navigateur. Alors, j'actualise. Vous voyez bien que les deux fonctions fonctionnent. Fonction non fléchée et puis fonction fléchée. Alors, je vais les catégoriser en trois types. On verrait premièrement les fonctions avec plusieurs arguments. Les fonctions avec plusieurs arguments, on les déclare de la sorte. Vous mettez la parenthèse, vous mettez la liste d'arguments avec leur type. Avec leur type. Puis vous n'êtes pas obligé de faire directement au moyen console.log. En fait, cette forme est utilisée seulement si la fonction ne comportera qu'une seule ligne. Là, par exemple, on fera directement un console.log. Mais si la fonction devait compter plusieurs lignes, on ouvrait les accolades et je dis par exemple, avant de me faire un console.log, je me fais un value égale value plus salut par exemple, et puis je me fais le console.log, je ferme l'accolade. C'est vrai que c'est bizarre avec toutes ces erreurs, mais c'est juste pour comprendre.
Alors pour donner des exemples, je dirais ma fonction fx3 serait égal à une fonction qui prendrait comme premier argument un nombre et comme deuxième argument un nombre aussi, et il va me retourner un nombre, mais avant ça je lui demande de faire x égale à x plus y. Pardon. X égale à x plus y. Et je lui dis retourne-moi x. Et là ça fonctionnera. Et deuxièmement, j'aurais peut-être dû commencer par là, les fonctions avec un seul argument. Les fonctions se présentent de la même forme que celle-ci, sauf que, étant donné qu'elles n'ont qu'un seul argument, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. Donc, je pourrais faire par exemple var fx4 sera égal à une fonction qui prendrait qu'un seul argument, donc j'enlève les paramètres et ça me retourne cette fonction. Bon, et je ferai juste un console.log de cet unique argument. Fonction avec un seul argument. Et comme troisième type, on a les fonctions avec 0 argument. Les fonctions avec 0 argument, c'est simple. On met la parenthèse, mais on met aucun argument à l'intérieur. Je fais par exemple var fx5 égale une fonction qui prend 0 argument et qui ne me retourne rien, en plus, bizarre. Et je fais aussi par exemple un console.log de rien. Je mets directement la valeur, je n'ai aucun argument. Voilà en bref comment fonctionnent les fonctions fléchées en TypeScript. Alors maintenant, on va voir ensemble les classes. Alors une classe, c'est tout simplement un objet. Bon, pardon, c'est tout simplement un modèle qui va nous permettre de créer des objets qui comprendront des propriétés et ou des méthodes qui pourront être utilisées plusieurs endroits à la fois. Donc, comme exemple, d'abord, comment utiliser les classes. C'est simple, il faut utiliser le mot-clé classe, suivi du nom de la classe. Puis vous mettez tout simplement les accolades. Donc c'est un modèle qui nous permettra de créer des objets. Supposons qu'on veut créer un modèle d'utilisateur. J'appelle la classe par exemple user. Et bien évidemment, en tant qu'objet, notre classe user aura des propriétés et des méthodes aussi. Supposons que le user, l'utilisateur, aura un nom. Ce nom sera de type chaîne de caractères. Et il y aura aussi un email qui sera aussi une chaîne de caractères. Il aura un mot de passe qui sera aussi une chaîne de caractères. Un état du genre est-ce qu'il est logué,
on peut l'appeler is logged in, qui sera un booléen. Cette fois-ci, il y aura un âge sera un nombre. Alors, ce sont des propriétés que l'on peut utiliser par-ci par-là. Supposons maintenant que je vais utiliser ces propriétés dans un autre endroit, comme je vous dis qu'on pourrait utiliser ailleurs. Je dis par exemple var user. Bon, utilisons let comme on utilise TypeScript. Let my user qui sera égal à user, et je vais accéder à la propriété nom. Bam, on me dit, qu'est-ce qu'on dit? La propriété nom ne se passe sous le type type of user. Donc qu'est-ce qui se passe puisque j'ai bien la propriété user ici? Bon, en fait, avant d'utiliser une classe ou ses propriétés ou ses méthodes, il va falloir qu'on puisse instancier cette classe. Instancier une classe revient à appeler son constructeur en quelque sorte. Donc il va falloir qu'on crée un constructeur ici. Constructeur, c'est une méthode, on lui passera un paramètre, on lui dit juste, on lui fait un console.log dans lequel tu diras je suis le constructeur. Bam. Pour instancier la classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste new user. Alors, là, que contient notre variable myUser? On va juste l'afficher. MyUser et myUser. Alors, je vais voir dans mon navigateur ce que ça donne. Alors, on voit bien ici mon console.log, je suis le constructeur. Et myUser, c'est quoi? Donc, étant donné qu'on a instancié notre classe user, on a appelé le constructeur qui nous faisait un console.log de je suis le constructeur. Et puis cette variable contient maintenant un objet. Donc, étant donné que c'est un objet, il y a des propriétés, des méthodes, etc. Ce sont les propriétés, les méthodes de user, la classe user normalement. Alors, moi je veux que ma classe user me permette, quand on l'instancie, de créer un nouvel utilisateur. Pour cela, on va ajouter une méthode, parce que la classe contient des propriétés et aussi des méthodes. Je peux lui mettre create user et prendre en paramètre un nom qui sera de type string, un email qui sera de type aussi string et un mot de passe. On appelle ça passe string. Et je veux pas qu'il me retourne quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera juste 10.nom. Alors pour accéder à cette propriété nom, il faudra que j'utilise ce mot-clé 10. Je fais 10.nom, c'est un peu comme dire le nom de cette classe user. 10.nom sera égal à ce nom qui sera passé en paramètre. Bien, pour commencer, je peux juste mettre le valeur prédéfini qui sera égal à ju, et puis son mot de passe sera égal à admin par exemple, et son email sera égal à juju@test.com.
Alors ça ne me sert à rien même de définir tout ça parce que je ne les utilise pas. Et étant donné qu'on va appeler notre constructeur et pas ces méthodes ici, pour appeler cette méthode, on va utiliser dans le constructeur. Pour utiliser cette méthode, je fais encore this.createUser. Bam. Ok. Donc cette fois-ci, on va appeler notre constructeur et on va voir ce qu'il va afficher dans notre console. Alors, dans mon navigateur, je vais actualiser. Voilà, il me retourne my user et on a le nom, Juju, le mot de passe, admin, l'email, ça. Donc, on a notre utilisateur qui a un nom, un mot de passe et un email. Rien de très bien compliqué. Mais moi, je voudrais pas que ce truc soit défini par défaut. Je voudrais que quand on instancie, on puisse nous-mêmes spécifier ici quel sera le nouveau nom, le nouvel email, le nouveau mot de passe. Étant donné que on appelle le constructeur, alors je vais me dire que le constructeur devra recevoir trois paramètres: un nom, je dirais une chaîne de caractères, un email, une chaîne de caractères et un mot de passe. Voici une chaîne de caractères. Alors quand je fais create user, je veux qu'il me passe toutes ces variables à ma méthode. Donc ma méthode devra aussi avoir tous ces arguments. Alors dans la méthode create user, quand je la définis, je me dis que le nouveau nom sera égal à l'argument nom, le nouveau mot de passe sera égal à l'argument mail, et le nouvel email sera égal à l'argument mail. Pardon, ici c'est password. Alors déjà quand j'appelle ma fonction, il me dit qu'il y a une erreur, 3 arguments attendus mais 0 reçu. Alors je dois lui passer mes 3 arguments qui viendront du constructeur, le nom, l'email et le mot de passe. Et là il me dit quoi? Il me dit 3 arguments attendus mais 0 reçu. Le constructeur doit avoir ces 3 arguments, un nom, un email et un mot de passe. Donc je dois créer un nouvel utilisateur. Je lui dis, il aura comme nom Antoine et comme mail Antoine@test.com et comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Je vais voir maintenant ce que ça donne dans le navigateur. Alors de retour dans mon navigateur, je vais actualiser et voilà, on me dit non, c'est Antoine 1, 2, 3, 4 et Antoine@test.com. Alors c'est rien de bien compliqué, mais maintenant qu'on a vu les propriétés, le constructeur, les méthodes, on peut voir aussi les modificateurs d'accès. Je peux dire par exemple que j'aimerais accéder à l'âge de mon utilisateur. Étant donné que j'ai instancié la classe, je peux dire myuser.age. Je me dis c'est letAge qui sera égal à ça et je vais afficher ça dans la console. Je mettrai age égale age. Je sauvegarde, je vais dans mon navigateur, j'actualise. Bam, on me dit age undefined. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est tout simple parce qu'ici l'âge n'a pas été défini.
Alors, comment je peux définir l'âge par défaut? Parce que là, je n'essaye pas de créer un nouvel âge. Je me dis, je vais assigner cette valeur à cette variable. Et par défaut, je peux dire dans mon constructeur, c'est ça aussi qui nous permettra de modifier nos propriétés. Je me dis par défaut, this.age est égal à 20, par exemple. Je sauvegarde, je vais dans mon navigateur, j'actualise, bam, âge, c'est 20, là c'est correct. Mais supposons que je vais maintenant modifier, disons, la valeur à partir de cette variable. Je dis par exemple myuser.age, cette fois-ci n'est plus égal à 20, je veux que ce soit égal à 45. Est-ce que c'est possible? Je sauvegarde, je vais dans le navigateur, j'actualise, il ne me montre rien. Il me montre rien. Pourquoi? Ah oui, mais il me montre rien parce que je n'ai pas affiché ça dans la console. Cette fois-ci, je mets âge 2 qui sera égal à myuser.age. Je sauvegarde, je vais dans le navigateur et puis j'actualise. Cette fois-ci, il montre H2 égale à 45. Ok. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir ce qu'on appelle les modificateurs d'accès. Je vais par exemple que l'âge ne soit pas accessible à tout le monde. Je veux que ce soit private, soit accessible seulement dans cette classe. Donc, en dehors de cette classe, on ne pourra pas y accéder. Et là, directement, il montre qu'il y a des erreurs. La propriété âge est privée et uniquement accessible dans la classe user. Donc, c'est un modificateur d'accès. Il y en a 3. Je vais les mettre là-dessus. Les modificateurs d'accès. Il y a private, protected et puis public. Alors, private pour dire que c'est privé, ça peut être utilisé seulement à l'intérieur de la classe user. Public, c'est le modificateur par défaut. Donc, partout où il n'y a pas private ou bien protected, ça signifie que public est sous-entendu. Donc là, c'est sous-entendu, là, c'est sous-entendu, là, c'est sous-entendu. Et protected, par exemple, je mets is logged in et protected. Ça signifie qu'il ne pourra être utilisé qu'à l'intérieur de cette classe et à une classe enfant. Supposons que je crée une nouvelle classe à l'intérieur de cette classe. C'est à ce moment-là que je pourrais utiliser la classe protected. Donc déjà, je vais supprimer tout ça. Comme ça me donne des erreurs, je vais les commenter tout simplement. Et voilà. Alors, voici l'énoncé de notre problème. Il dit utiliser le mieux possible les types, les interfaces, sauf les classes bien sûr, pour améliorer ce code. Alors, on a notre variable valeur qui a comme première propriété prix, un prix qui est de 2000, et une fonction addValue qui ajoute une valeur passée en paramètre à ce prix. Et puis on a notre variable mycar comme propriété numéro 1 marque qui est égale à Mazda, une valeur qui est égale à la variable valeur et aussi une propriété utilisateur qui est égale à un tableau d'utilisateur. Et plus bas on accède à la méthode addValue et ici on fait un console.log de mycar. Alors je vous laisse réfléchir un peu comment vous pourriez utiliser le mieux possible les types, l'interface, peut-être même les fonctions fléchées si vous voulez pour améliorer ce code. Et
dans 3 secondes, on va corriger. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Alors, la correction, elle est là. Tout d'abord, pour la variable valeur, je vais créer une interface que je vais appeler val, qui aura comme première propriété un prix de type nombre et une méthode addValue qui prendra un paramètre et qui nous retourne un nombre par exemple. Et aussi myCar. Alors, pour cette valeur, je crée une interface aussi. Une première propriété marque, une chaîne de caractères. Propriété valeur qui est le type val que j'ai défini plus haut. Et un tableau d'utilisateur qui contiendra des chaînes de caractères. Alors, je déclare cette fois-ci la variable valeur. Je dis valeur est égale à tout ceci qui est le type val. Prix addValue, on définit la méthode qui prend le prix de valeur et qui ajoute la valeur passée en paramètre. On fait un console.log et puis on retourne le prix. On fait aussi myCar qu'on définit comme étant une variable, letMyCar qui est le type myCar, qui comprend la propriété marque qui est égale à Mazda, valeur qui est égale à la variable valeur, un objet bien sûr, l'objet valeur, et aussi un tableau d'utilisateur que l'on définit ici. Je peux accéder ainsi à la méthode addValue de myCar comme ceci. Je fais un console.log. Je sauvegarde et je vais dans mon navigateur, on va bien voir la valeur qui est 2400 et voici l'objet myCar. Alors, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se revoit très bientôt pour la suite dans laquelle on verra les bases de Angular ensemble pour débuter avec Ionic. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, ça m'encouragerait. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions et des préoccupations. Et merci beaucoup. Peace.